Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. On est en compagnie de mon ami et collaborateur Yann Lauzon. Bonjour Yann, Salut Eric, ça va? ça va bien toi? Toujours. Alors, bienvenue à tous à Parlons Ancêtres. Aujourd'hui, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale, puis on a décidé de changer le format suite aux commentaires qu'on a reçus. On va commencer d'emblée de jeu avec notre invité, puis vous allez nous revoir, moi puis Yann, discuter là, de l'entrevue suite à cette entrevue-là. Oui, puis aujourd'hui, on passe en entrevue Normand Joly, moi je trouve ça excitant parce que Normand, tu l'avais déjà interviewé par le passé. Puis moi, en tant qu'auditeur de ta chaîne, j'avais vu Normand, là, mais c'est pas quelqu'un que je connais. Puis là, ben, on a l'occasion de jaser avec lui, ça va être super le fun. Ouais, puis bon, comme que nous, on aime jaser d'histoire, eh bien, vous allez voir, Normand est tout aussi passionné que nous. Ça va faire une très belle entrevue qu'on vous présente à l'instant. Alors, bonjour, on est en compagnie de Normand Joly. Bonjour, Normand. Salut, Bonjour, M. Joly. Oh. monsieur, merci. C'est bon. Alors, juste pour mettre les gens en contexte, évidemment, comme on disait, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. On ne va pas parler là, de qu'est-ce qui se passe là, sur le front. Il y a déjà pas mal de sujets là, qui traitent de ça. Nous, on va parler de qu'est-ce que des gens ont vécu. Qu'est-ce qu'ils ont vécu ici. Puis question de mettre un petit peu là, en contexte avant, ben, on a eu la Première Guerre mondiale en 14-18, ce qui a fait en sorte qu'on est dans une période où est-ce qu'on se serrait pas mal la ceinture. Hein. Il y a eu des rationnements, puis tout le kit. Puis bon, quand la guerre s'est terminée, ce que ça l'a engendré, c'est que les gens qui avaient ramassé un petit peu d'argent, les gens sur le front, qui avaient ramassé les soldats, ils reviennent ici, puis ils commencent à dépenser. Ça nous amène les années folles où ce que les gens se mettent à dépenser, il y a des produits de luxe qui arrivent sur le marché, etc. Puis bon, on crée une bulle spéculative et là, paf, le crack de 1929 et la Grande Dépression. Qui va durer à peu près une dizaine d'années, la Grande Dépression. Puis là, bon, à travers ça, c'est mondial, hein, fait que, puis une raison, une des manières de relancer l'économie dans un pays, bien, c'est d'investir dans les infrastructures et dans l'armement militaire, hein, ce qu'à peu près tous les pays occidentaux, même de la planète, à peu près, vont faire. Puis, bon, à travers ces pays-là, il y en a qui vont avoir des pensées un petit peu plus expansionnistes qui vont nous amener à la Deuxième Guerre mondiale. Toi, Normand, t'es né en quelle année? 1941. Toi, t'es né en 1941, là, Oui. en plein milieu de la guerre. Oui, tu as déjà commencé. OK. Puis ton père, lui, il a participé à cette guerre-là. De quelle façon? Ben, vois-tu, mon père, en 1900, la guerre est partie en 1939, je me rappelle bien. Mm-hmm. Et puis mon père est né au monde en 18, il avait 21 ans à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'il était sorti de l'école. Il était déjà en âge de se battre. Il était déjà en âge d'aller au front, c'est ça. Alors, il est arrivé une bonne journée. Ben, comme tout le monde, tout jeune homme travaillait à ce moment-là, lui, ce qu'il faisait quand il est sorti de l'école, même au temps de l'école, il y avait des... Dieu sait quoi, le nom. Il livrait le journal le matin, le Montreal Star puis le Herald, dans ce temps-là, et ça, c'était une de ses premiers jobs. Après ça, il a travaillé comme boucher chez La Chine Supermarket dans le temps sur la rue Notre-Dame. Ça a brûlé là, depuis plusieurs années. Et puis, alors, il travaillait là comme boucher. Alors, il est arrivé un bon moment. Il s'est marié en 1940. Et Okay. puis, là, il a commencé sa petite famille. Déjà, les loyers étaient rares parce qu'au temps de la guerre, les loyers étaient très rares. Alors, ce qu'il faisait, c'est que les sœurs, les frères s'entraidaient. Viens rester chez nous. Ils allaient en pension. Comme mon père et ma mère, eux autres sont allés chez mon oncle Jean-Guy Richer, le père de Jean-Guy Richer, puis ma tante Gabrielle, ma tante Gaby. Et puis, jusqu'à ce qu'ils puissent se trouver un loyer. Et là, puis, petite question comme ça, là, pendant qu'on est sur le sujet. Il s'est marié en 1940 pendant la guerre. Est-ce qu'il y avait déjà des conscriptions? Est-ce qu'il s'est marié pour éviter une conscription ou c'était un... Non, c'est venu par après. Okay. Disons,
L'appel de l'armée est venu par après. Il est venu en 40, pas longtemps après. Si c'est marié en 40, vous êtes le plus vieux? Les enfants ou vous avez un grand frère, une sœur? Oh non, il y avait juste moi. C'est moi qui suis le plus vieux, oui. OK. J'ai 2 sœurs qui sont plus jeunes que moi, une de 5 OK. ans et l'autre de 6 ans. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'ils étaient appelés à aller à l'armée. Alors, ils sont allés, ma mère et mon père, en tramway à Longueuil, à la base de Longueuil. Ça, c'est après votre naissance, ça? Ou? Oui, après ma naissance. J'ai des papiers, mais j'aurais dû peut-être les regarder avant qu'on développe tout ça. Alors, quand il s'est présenté, là, c'est l'examen médical, évidemment. Oui. Il vérifiait tes yeux, il vérifiait tes poumons, il faisait toutes ces choses-là. Si tu n'as pas les pieds plats, puis que tu as un index, puis que tu as 2 yeux. Oui, c'est ça. Alors, ils l'ont pas pris. On a dit, retournez-vous-en chez vous, on n'a pas de place pour vous, ou quelque chose comme ça. S'il faut, on vous rappelle. Est-ce que c'est parce qu'il était marié avec un enfant ou c'est parce que... Peut-être. Peut-être aussi, c'est qu'il y avait, il faut dire qu'il était encore en préparation. L'armée elle-même était déjà en préparation pour la guerre. Alors, il y avait certainement un plan en arrière eux autres. Ils savaient, d'après l'examen médical, puis le refus, il n'était pas fit. Il n'était pas fit pour l'armée. Qu'est-ce qu'il y avait de problème? C'est qu'il y avait eu une brisure au bassin. Okay. Et puis, ils ont dit non, on ne voulait pas mettre des gens qui étaient déjà blessés là. Même si c'était une vieille blessure qu'il avait faite quand il était petit gars qui a monté d'un arbre et il a tombé en bas. C'est ça qui est arrivé. Alors, ils ont dit, attendez-vous pas à être exonérés, vous allez seulement avoir un rappel. Parce que là, ils ont demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Alors, il a expliqué, oui, je suis boucher. Alors, OK, merci, parti. Alors, j'imagine que les papiers, à un moment donné, se sont ramassés sur des bureaux. Et puis, ils ont fait des études. Puis, on se dit, bon, on a une place pour lui. C'est un boucher. On va s'en servir. Il va être cook. Ah, ben oui. Peut-être que c'est lui. Parce qu'on en a besoin de beaucoup pour nourrir les troupes. Ben oui, c'est ça. Je sais qu'il y a certaines occupations qui faisaient que les gens n'étaient pas sélectionnés. Beaucoup, ceux qui étaient cultivateurs, souvent, c'était important d'avoir des ressources. Fait que les cultivateurs n'étaient pas appelés, ils pouvaient se porter volontaires, mais ils ne se faisaient pas forcer d'aller dans l'armée. Exactement. Effectivement, on a besoin de cook dans l'armée. Oui. Alors, ce qui est arrivé, alors, évidemment, quand on parle de cook, dans son cas, c'est pas au front. Au front, les gars mangeaient dans des cannes et puis des bols de chocolat, puis des choses comme ça. Je ne crois pas qu'il y avait le temps de faire des soupers puis des choses de même. Il y avait quand même des gens qui allaient au front en tant que... Les officiers, oui, s'occuper des officiers, parce que les fantassins, eux autres, allez les gars, allez vous battre. C'était pas sur le front, c'était plus à l'arrière. C'est ça. Alors, pas longtemps après, 4-5 mois après, il a reçu une autre lettre qui lui disant de se présenter à nouveau. Alors là, ils lui ont dit, Monsieur Joly, votre métier, c'est boucher. On a une place pour vous. Alors, vous allez venir à l'école des cooks de l'armée. Il n'avait pas le choix. À ce moment-là, il n'avait pas trouvé de logement encore. Alors, on sait par l'histoire que quand une armée partait en guerre, comme au temps du Moyen-Âge, la famille bien souvent suivait. La femme suivait en arrière, il marchait en arrière de l'armée, et puis il vivait avec 2 hommes. Alors, ma mère, elle a décidé, je vais le suivre, parce que je n'en allais pas tout de suite à l'autre bord, là, il y avait des cours à suivre. C'est beau dire c'est un an de formation avant d'aller... Il fallait qu'il sache comment faire cuire les rôtis. Oui, mais pas juste ça. Même s'il est cook, il devait avoir une formation en armement, une formation... il est équipé quand même s'il ne va pas sur le front. Oui, c'est ça. Comment couper, comment dépecer un bœuf, ces choses-là. Et puis, alors, ils ont dit, OK, vous allez on va vous placer avec le régiment de la Chaudière. De la rivière Chaudière, qui est à Québec. Oui, avec Léo Major. Et puis, oui. Je ne sais pas s'il l'a rencontré. Il y en a jamais parlé. Des bonnes chances. Des bonnes chances sûrement, parce que c'est un héros, hein, Léo Major, c'est un héros, il n'y a pas de doute. Et puis, alors, il s'est présenté. Ma mère a dit, OK,
on va suivre. Le premier camp qu'il a fait, il a fait un petit stage à Longueuil quand même, pour apprendre les rudiments un peu de ce qui se passe là, à l'intendance et tout. Et puis là, après ça, son premier est allé à Valcartier, qui est encore un camp militaire aujourd'hui. Et alors, ma mère a loué un chalet à Valcartier, parce que Valcartier, c'est un endroit de villégiature, encore un petit peu aujourd'hui. Ouais, encore maintenant. Ça s'appelle Val-Bélair, je pense, maintenant. Les gars de l'armée appellent toujours ça Valcartier. Alors, à Val-Saint-Michel, que ma mère avait loué, juste à côté là, de Valcartier. Fait que les fins de semaine, ils pouvaient sortir. Ils pouvaient venir voir sa famille, qui était ma mère, puis moi, à ce moment-là. Alors, c'est là aussi que faut comprendre aussi que même s'il était couple, il fallait qu'il apprenne le maniement des armes. Parce qu'une journée ou l'autre, s'il manque de soldats, ben après, vas-y, c'est à toi, tu as besoin des remplacements. Ouais, c'est aussi, si jamais ça se passe pas comme qu'ils veulent, puis qu'ils ne sont pas sur le front, sur la ligne de front, mais si ça rentre à l'intérieur, il faut quand même que les gens qui soient là, ils soient comme pas pris au dépourvu non plus. Là. Ben oui, c'est des soldats. Tout le monde qui allait là-bas, là, peu d'exception, était entraîné pour minimalement se défendre. L'entraînement de base. Oui, à part quelques cas de gens qui s'opposaient, là, tout le monde avait un entraînement de base avec l'animal d'armes à feu. Ben oui, c'est sûr. Fait qu'il était content, là, finalement, de ne pas aller au front puis de rester juste ici. Ben oui. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand il a suivi son cours à Valcartier, son entraînement, là, il était envoyé. Le régiment de la Chaudière sont basés dans la Beauce. Oui, d'approche de la rivière Chaudière. Oui. J'ai l'impression que, d'autant plus que j'ai l'impression que si on retourne dans l'histoire, c'est la fameuse rivière que le général Arnold a remontée. Alors, ils ont depuis longtemps qu'il y avait une base. C'est un vieux bataillon de la Première Guerre qui date des bataillons. Ce sont des anciens bataillons de l'armée canadienne. Il y en a quelques-uns comme ça. Là, oui. Et eux autres, la spécialité, je crois, c'était des mitrailleurs. Oh, il y a le gros gun sur le Cap Badge. C'est assez impressionnant. Là, c'est quelque chose. C'est une unité de fusiliers à la base, là, je pense. C'est solide. C'est ça. Oui, c'est bien. C'était assez significatif. J'en avais une, puis je l'ai écartée, malheureusement. C'est bien ça. Ouais. J'ai un grand-père qui a passé brièvement dans le régiment de la Chaudière, là, avant de se retrouver ailleurs. Ah, OK. Oui. Alors, c'est ça. C'est que là, quand il était à Valcartier, là, il commençait à faire quand même d'entraînement dans les champs. Et puis, les gens qui avaient été recrutés pour ce bataillon-là, on s'en va aujourd'hui. Ils faisaient des marches de 15 km, 20 km, 25 km par jour, et pour s'endurcir, pour s'entraîner, c'est le mot. Et puis, alors, les autres, ils suivaient en arrière parce que des fois, ils partaient pour longtemps, ils couchaient dans la forêt. Et puis, ils se faisaient des fours, des fourneaux de... comment on dit ça, donc, des fourneaux pratiques, là, ce qu'ils pouvaient trouver dans le bois pour faire les choses. Avec des pierres, des champs, puis... Ah, des tuyaux, tu as vu. Ils partaient longtemps. Comme ils ont fait une fois une partie de Valcartier, puis ils ont descendu jusqu'à Lac-Mégantic. Ça, ils ont fait ça d'une semaine, ils n'ont pas fait ça dans une journée ou deux. Alors, et mon père m'a dit, quand on est arrivé là-bas à Lac-Mégantic, il dit, il n'y avait pas grand place pour se coucher. Il n'y avait même pas d'aréna, chose comme ça. C'était tout petit, Mégantic, là, à l'époque. Oui. C'est encore pas gros maintenant, mais c'est... Village de bûcherons, j'imagine. C'était beaucoup autour du train, et le Mégantic, c'était quand même un peu central pour la région. Mais oui, c'est ça. Et puis, il dit, il y a une couple de gars qui ont couché au couvent, puis d'autres gars qui ont couché au poste de police, puis c'est ça. C'est ça qui était le travail. Mais à ce moment-là, ma mère n'a pas suivi jusque-là parce qu'ils sont revenus pour passer à un autre camp, parce qu'il les transférait de camp en camp. Il allait faire de l'entraînement, j'imagine, dans différents camps. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai grosse partie à ce moment-là, c'est qu'il entraînait les troupes là, pour différentes choses, pour ça qu'il y a différents endroits. Oui, c'est justement. Puis,
il me semble qu'après ça, il est passé à Saint-Jérôme. Et d'ailleurs, les photos que j'ai, je pense que c'est Saint-Jérôme. Tu verras, il y a des pierres. Ah ouais? Dans ce temps-là, au lieu de mettre des pancartes en néon, il y avait des roches, des peintures à blanche, il faisait des lettres avec ça. Alors, je pense que c'est marqué quand, pas sûr si c'est marqué quand Valcartier ou quand Saint-Jérôme, mais il était aussi à Saint-Jérôme. Ma mère a suivi, on a demeuré à Saint-Jérôme. Mais là, il se promène pour. Parce qu'il y a des camps un peu partout, puis il va nourrir ces gens-là, ou bien c'est dans un but d'entraînement? C'est ça. Ou les deux. C'était les deux. Vois-tu, ça, c'était à Lac-Mégantic, celle-là. Okay. C'est en hiver, parce que c'est en hiver comme en été, deux affaires. Mon père est dans la photo. Alors, il est allé avec une carabine. Nice. Ça, c'est avec le régiment de la Chaudière ou c'est avec d'autres? C'est avec la Chaudière, oui. C'est nice. Oui, son régiment de la Chaudière. Puis en arrière, je crois que les noms des gens sont marqués. Sont écrits. Aussi, il avait écrit les noms de tous les gars. Ah, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment le fun quand les noms sont dessus. J'ai tellement beaucoup de photos non identifiées que tu essaies de trouver c'est plate, hein? C'est plate, ça. Évidemment, là, ce que ça dit, c'est qu'il y avait, c'est les Anglais qui étaient les officiers. Monsieur Mark, je ne suis pas capable de le lire, M-A-R-B, je ne sais pas. Sergent Mathieu, Séguin, Guilbeault, Drolette, Lefebvre, Soucy, Pion, de la Durantais, Charles, Paquet, pas TE, Lebrun, Lemaire, Saint-André, celui-là, Messier, pas capable de voir, Gérard, Beauchamp, lui, il ne peut pas le voir, Beaupré, Morel, Carufel, c'est tous des noms québécois, Goulet. Là, ce qui est un peu triste avec des photos de groupe comme ça, de début de guerre ou avant le conflit ou avant le déploiement, c'est de regarder après ça tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur puis qui sont toujours. Ben oui. Parce qu'il y en a probablement, c'est comme rien, là, ils ont été déployés en Normandie. Il y a peut-être bien la moitié de ces gars-là qui ne sont jamais revenus. Ah, sûrement. Carbonneau, Canel, Tremblay, Asselin, Rochon, Dumoulin, Forêt, Bourgon, Carrière, Fortin, Lacroix. B, je ne peux pas lire celui-ci, ni celui-là. Monette, William, Germain, Joly, Richer, Poirier, Nadeau. Alors, il y avait 30 soldats avec les deux lieutenants. Régiment de la Chaudière 1943. Ça, c'est en 47, vient de 1943. Alors, c'est ça, c'est qu'il, même s'ils suivaient, j'imagine qu'avec eux autres, là-dedans, il n'y avait pas rien que des fantassins, il y avait peut-être des gars qui s'en allaient à l'artillerie. Alors, eux autres, ils se pratiquaient avec l'artillerie, tandis que les autres, les chefs, envoyez les gars, ça prend du manger. Souvent, ceux qui étaient allés à l'artillerie, qui étaient dans des régiments d'artillerie, ceux qui étaient beaucoup sur la front, mais c'est parce que tu avais toujours, avec ton régiment, tu avais aussi le staff de support. Tu as des cooks, c'est con, mais tu sais, ça prend des secrétaires. À ce moment-là, tout se fait avec des dactylos, puis c'est les secrétaires qui savent dactylographier. Le War Diaries, tous les journaux de combat, toute la communication se fait papier, il n'y a pas d'ordinateur. Tu as un staff de support qui est quand même intéressant. Puis, tu as aussi l'infanterie qui est là. Dans la trentaine de gens qu'il y a là, il y en a probablement une grosse partie qui c'était de l'infanterie. Oui. Qui sont allés au front, là, puis comme je dis, le régiment de la Chaudière, là, ça c'est en 43, là, un an après, en 44, il débarque là, le jour J. Oui. Là, parce qu'il y a plusieurs qui n'ont pas nécessairement. Oh, wow! Ça, on voit pas. Je pense que c'est rarement vu, nos soldats avec des habits tropicales. Oui, mais ça, c'était pour aller, c'était pour en Afrique, originalement, là, ces habits-là. Probablement. Mais la Chaudière, ils ne sont pas allés, là.
Non, Afrique. non. Ah oui, il était équipé pour y aller, en tout cas. Il Ben, était ils prêt. sont sûrement qu'ils il y sont avait le saut. entraînés. Mais là, avec les habits qu'il portait là, en feutre, puis c'était pesant, ces habits-là, c'était chaud, c'était très, très, très chaud. Alors, en été, même s'il y avait l'entraînement en été, il ne devait pas s'habiller toujours avec l'habit. Ah, ils devaient utiliser les vêtements pour l'été. Oui, c'est ça, ça en est. Ça en est. Alors là, encore là, je suis pas mal sûr que ce n'est pas tous des gars de cuisine, ça. Là. Non, définitivement pas. Malheureusement, il n'y a pas de nom en arrière d'écrit, celui-là. Mais tu vois, déjà, ceux en avant sont avec leur arme. Là. Oui. Non, pas des gens qui, dans leur journée normale, utilisaient des couteaux. Non, il y en a d'un groupe de gars qui s'en iraient en Afrique, justement. Tu sais, vous habillez pour vous. Ah, puis il y avait quand même, l'air de rien, il y a quand même beaucoup, tu sais, c'était beaucoup des régiments, la Chaudière, c'est un régiment de Canadiens français. Oui. Souvent, les hauts placés, c'était quand même des British ou des Canadiens. Mais oui, mais oui, mais oui. Si on revient à ton père, Normand, pendant ce temps-là, tu sais, je disais, il ne veut pas y aller à la guerre, mais le sentiment de ta mère, toi, ta mère et toi, vous suivez ton père des fois non. Ta mère, elle doit stresser un peu. Elle doit stresser un peu, là, ça ne tente pas qu'il y ait au front, là. Au départ, ma mère a toujours été une personne stressée. C'est peut-être à cause de ça, elle m'a bien. Mais on a suivi partout au Québec, même en Ontario, parce qu'à Petawawa aussi, c'est un gros centre, puis ça l'est encore aujourd'hui. Oui, ça l'est encore aujourd'hui. Il y a un gros centre d'entraînement encore aujourd'hui. Mais je pense qu'elle n'a pas suivi quand ils sont allés à Petawawa. Elle n'a pas suivi. Mais elle a suivi dans d'autres places ici au Québec. Et tout à l'heure, au début, Eric, je t'avais dit 42 peut-être quand mon père était rentré, mais j'ai une photo aussi, c'est marqué 41. OK. C'est marqué 41. C'est pris en arrière de la maison paternelle à la Chine, ça. C'est la ruelle entre le poste de police. Puis ici, bon, ben, encore la preuve que c'est 41, c'est que le petit bonhomme dans le carrosse, c'est moi. C'est ça. C'est bien cool. Il venait les fins de semaine. Alors, ma mère, là, ça, c'était chez ma mère. Ma mère était de Deschambault, dans le comté de Portneuf. Alors, quand lui était à Valcartier, il pouvait aller chez ses parents. Et puis, il venait la voir là les fins de semaine. Alors, c'est ça. Alors, le petit Normand, il était dans le carrosse. Je pense que je ne pas envoyé ça. Il y en a une photo que je veux te montrer, puis que j'aimerais ça que tu développes un petit peu, c'est celle-là, parce que, bon, il y en a qui... Oui. C'est... Mon père à gauche et Adrien. Ça, il faut que ça ait été pris en 45. Ça, Adrien, ça se trouve à être qui exactement? Adrien, ça se trouve à être le frère. C'est Guy, c'est le plus jeune de la famille. Ouais, c'est le frère de mon père. C'est son jeune frère. Là, on voit sur son uniforme, là, il y a probablement 2 médailles là, à ce moment-là. Les pays qu'il a fait, justement. La Hollande, entre autres. Et parce qu'il était dans la fameuse le débarquement de Dieppe. OK. Et puis... Tu sais dans quel régiment il était, lui? Comment? Est-ce qu'on sait dans quel régiment il était? Lui, c'était à Maisonneuve. Maisonneuve? Hop. Châteauguay. Châteauguay, OK. Je crois que c'est Châteauguay. Oui. Lui, il est arrivé dans l'armée en quelle année, tu sais-tu? Ben, vois-tu, lui, il était plus jeune que mon père. Il devait au moins avoir 5-6 ans plus jeune que mon père. Alors, lui, je dirais que ça a été un appelé quand ils ont décidé d'appeler... Non, d'habitude, ils commencent par les plus jeunes, puis ils finissent par les plus vieux. Contrairement il commençait à tel âge, 18 ans, célibataire, puis il y avait des formules. Oui, c'est ça. Puis à la fin, quand évidemment tu as des... Tu payes beaucoup d'hommes, tu payes beaucoup de soldats. Là, ils prennent les plus vieux puis les hommes mariés. Oui, parce que c'était le coût humain de la campagne de Normandie, c'était incroyable. Là. Pendant un bout de temps, l'objectif, c'était il fallait que les Américains aient ramassé un port. Il fallait que les British, parce qu'à ce moment-là, on faisait partie de l'armée britannique, supportent. Ils sont restés proches de Caen pendant
chose comme 2 mois. Puis ben, quand ça se déplace pas avec l'artillerie, puis tout, plus ça va, plus que c'est violent. Là, fait que garder un front immobile, la campagne de Normandie, elle s'est passée comme qu'il avait prévu en termes de date et de développement. C'est quand même vraiment bon. Mais il reste que ça a eu un coût humain impressionnant. C'est ça. Il fallait qu'on envoie, tu sais, le Commonwealth, l'Empire britannique, le Canada, a envoyé puis a préparé des gens là, pendant vraiment une grosse période de temps exprès pour ça. Là. Adrien, lui, c'est ça, il a fait le débarquement de Normandie, puis après le débarquement de Normandie, il s'en revient ici, il se marie. Ensuite de ça, il est appelé ou rappelé parce qu'il a été blessé à un moment donné. Et puis, il était rappelé pour aller au front en Asie. Soit la guerre de... C'est pas Corée parce que... Non, au Japon. C'est au Japon. Oui. C'est au Japon. Après que les Allemands se soient rendus, il y a beaucoup de troupes qui étaient prévues pour aller donner du support aux Américains. S'il n'y avait pas eu les bombes nucléaires qui ont précipité que les Japonais se rendent, l'empereur japonais, lui, il avait prévu que les Japonais, là, tous les Japonais étaient pour se battre là, en suivant le cas du Bushido, puis mourir pour la patrie, puis c'est correct. Puis même s'il pensait que, surtout après que les Allemands soient rendus, les forces alliées étaient suffisantes pour eux autres, le code d'honneur dictait que tu te bats. Fait que il y avait des estimés de nombre de troupes nécessaires pour pouvoir se rendre à Tokyo. Puis c'était des millions de gens qui auraient été là. Ça aurait été dévastateur pour la population japonaise parce que ça aurait été ce que l'empereur effectivement disait à ce moment-là. Il ne faut pas oublier, il y avait les kamikazes. C'était meurt pour la patrie. C'est ça qui est honorable. Oui. Puis, ben, les Américains, les forces alliées auraient été là. Il y avait eu des forces, une fois que l'Allemagne n'était pas là, il y aurait eu des forces britanniques, canadiennes qui auraient été les épauler. Puis c'était de se rendre au Japon puis d'essayer d'aller conquérir Tokyo. Et ça aurait pu durer encore vraiment longtemps. Puis ça aurait été vraiment, vraiment là. La campagne d'Italie puis la campagne de Normandie aurait été la petite guerre là, en comparaison. Oui. Alors, il était déjà sur le bateau. Et les bateaux attendaient en mer. Et quand ils ont reçu l'ordre, vous pouvez retourner chez vous, on n'en a plus besoin. Il était content. Tout le monde est bien content. Parce que là, il y a eu, je pense qu'il y a eu à ce moment-là le fait que les Japonais se sont rendus. C'est-tu en français, c'est la reddition? Je ne suis pas sûr. La reddition, oui. Et oui, hein, OK. C'est ça. Alors, il n'a pas eu besoin d'aller. Un coup que la guerre finit, ton père, il reste dans l'armée ou il était là dans l'optique de la Deuxième Guerre mondiale? Puis... Non. Alors là, il est revenu à la Chine. Et puis, les compagnies avaient des obligations de reprendre ceux qui avaient joint l'armée, les reprendre à leur job qu'ils avaient avant. Alors, quand même, parce que j'ai oublié de dire au début aussi, il travaillait à la Dominion Bridge. J'aurais dû dire qu'à la boucherie, il a commencé là, comme jeune homme, et puis qu'après ça, il avait laissé pour aller voir un job plus solide à la Dominion Bridge, parce qu'on peut s'imaginer qu'il y a eu du travail à faire là au temps de la guerre. Et puis, il travaillait au Lachine Supermarket par les fins de semaine. Oh, fait qu'il y avait 2 jobs. Moi, j'ai connu mon père, il avait 3 jobs. Il a toujours eu 3 jobs. C'est ça. Puis même avec 3 jobs, là, probablement que le salaire de soldat était plus rentable que d'avoir 3 jobs. Il payait quand même bien là, pendant la guerre. Là. Il y a beaucoup de gens qui se portaient volontaires juste pour ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Et puis alors, quand il est revenu, la Dominion Bridge a repris. Je pense que dans ce temps-là, il faisait peut-être 20 cents, 21 cents de l'heure. Et puis, quand il est revenu, alors la Dominion Bridge l'a repris. Puis la chaîne Supermarket l'a repris aussi. Alors là, à ce moment-là, mes parents ont pu se trouver un logement pour la famille. Et puis c'est de là que mes sœurs sont venues au monde après 45, une en 47 puis une en 48.
Oui, moi aussi, j'en ai des feelings de la guerre. Là. Ben, Je travaillais 3 ans, 4 ans ou 5 ans. ouais, ben, c'est ça. Moi, en fait, moi, est-ce on que a des choses. tu sais, t'es né en 41, je me trompe Oui. pas. Tu es né en 41, donc par la fin de la guerre, tu avais 4 ans. C'est pas tout le monde qui se souvient de loin dans leur vie. Moi, j'ai des souvenirs quand même assez solides de quand j'avais 3 ans. Là. Oui, moi Ouais. aussi. Fait que tu dois te souvenir quand même de quelque chose de cette période-là. Là. Je veux dire, tu as des souvenirs de la guerre, là, même si ça fait longtemps. Ben oui. L'affaire la plus pas imposante, mais la plus grave que je trouvais, c'est que mon père partait. Mais pourquoi il s'en allait? Ah ben oui, c'est à comprendre à cet âge-là. Il s'habillait en soldat à la maison. Il n'y avait pas le casque de fer et ces choses-là, mais il s'habillait avec la tenue de rue. Il partait puis il revenait juste des fins de semaine. Et puis, où s'en va, papa? T'sais? Puis là, il y a des fois qu'il portait des... ça doit être ça, la fameuse photo. Tiens, donnons ça. Je viens de découvrir la photo qu'on a vue des gars là, tout à l'heure avec des habits d'été. Là. C'est vrai, ça. Mais ça, vois-tu, c'est bien pour dire. C'est qu'il portait autour de deux jambes des rubans, je vais dire, des tapes en coton. Là. Il s'enroulait tout ça autour de la cheville, puis ça montait jusqu'aux genoux. Ça, c'était pas des bas. C'est la photo, je ne sais pas si c'est des bas qu'ils ont ou ça. Puis je me rappelle que c'était pas facile à faire, ça. Puis que mon père disait toujours à ma mère, son croche, ça passera pas. Ça passera pas. Oui, il ne fallait pas passer l'inspection. Il y avait des échanges, je peux te dire ça, je m'en souviens très, très bien. Mais c'est-tu drôle? Vois-tu, c'est revenu, j'avais oublié ça. Ils sont plus là, ni un ni l'autre aujourd'hui. Mon père, plus tard, a été dans l'aviation. Il disait, il y a un des gars avec nous autres qui avait la barbe tellement forte, il se rasait le matin, il fallait qu'il se rase le soir pour l'inspection, sinon il ne passait pas. Il passait pas. Pendant qu'on parle, je vais la trouver de toute façon. Là. Oh, je pense que c'est des bas qui ont sa photo. Mais nous, c'était une chose que je me rappelle. Je me rappelle qu'il mettait son pied sur une chaise, puis là, ma main, elle enroulait tout ça autour de sa jambe. Et puis, tu sais, quand tu es petit, tu te dis pourquoi ils font ça? Pourquoi ils mettent ça autour de leurs jambes? Tu sais? Est-ce que tu es conscient qu'on est en guerre à 3 ans, 4 ans? Tu es dans nos plus vieux souvent. Tu le sais, oui. Ils parlaient rien que de ça. Nos parents et nos grands-parents parlaient rien que de ça. Puis tout le monde avait peur que son garçon s'en aille à la guerre. Il y en avait des volontaires, oui, mais... C'est pas tout le monde qui était volontaire. Là. Il y avait beaucoup de gens qui s'opposaient. Mais déjà, les francophones, on n'avait pas un gros sentiment d'attachement à la couronne britannique, là, le roi britannique. Non, mais à cause de ce qui s'était passé à la guerre 14-18, que le bataillon de Winnipeg sont venus et ont tiré sur le monde. C'était pas trop le fun, mettons. L'entente avec les Britanniques et les Anglais n'était pas... Non, ça n'a jamais été trop friendly. Puis l'autre chose, c'est que tout à l'heure, on a parlé de logement, de loyer. Évidemment, il y avait encore moins de loyers disponibles à ce moment-là, après la guerre. Tout le monde revenait, oui. Et parce que là, il y a eu bien des mariages, puis les gars qui ne voulaient pas aller à la guerre. Là. D'ailleurs, moi, j'ai eu 2 oncles qui sont allés la fameuse journée du mariage au stade Delormier à Montréal. Oui. Ça, il en parlait d'un cours d'histoire, là. Oui, parce secondaire. Tout le monde se mariait à peu près en même temps, là. Oui, il y a... Si tu étais marié avant telle date, tu ne faisais pas partie de ceux qui étaient appelés, là. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé, la date limite, c'était mois d'août, disons, là, 145, je pense. Non, ça ne peut pas être en 45 parce qu'à l'été, ça finit en mai. Ça va être l'année d'avant. Alors là, ils ont dit ceux qui veulent se marier, ils appelaient ça la course au mariage. Oui. C'est même. Alors, tout le monde s'est couru pour s'acheter des habits. Il y a des photos, vous avez peut-être vu. Ils sont tous dans le stade, ils sont tous dans le champ. Un après l'autre, let's go. Puis ils sont tous assis sur des chaises, puis en habit tuxedo, des fleurs, puis la mariée avec ses voiles, puis toute la patente. J'ai 2 de mes oncles qui étaient en campagne, à Deschambault. Il y en a un qui est parti, il dit, moi, je vais à Montréal. Il est parti avec sa femme, puis s'en allait à Montréal. L'autre de ses frères, le curé, il avait défendu, il ne voulait pas les marier. Lui, il ne voulait pas y aller à Montréal. Il ne voulait pas venir, je ne sais pas pourquoi.
Et il dit, je m'en allais voir le curé, il va me marier, puis je vais être marié. Le curé, il a dit, il ne voulait pas, question de trop jeune, sa femme trop jeune aussi, ou ça, tu sais, ça ne prenait pas des grosses choses, les curés, puis ça n'avait pas 21 ans dans ce temps-là. Bon, alors il dit, OK, d'abord, on va m'en aller me marier à Montréal, là. C'est ça qui est arrivé. M'en aller à Montréal, je vais me marier avec tout le groupe, là. C'est que le curé dit, non, pas nécessaire, je vais vous marier. Venez à l'église, là, à la chapelle, mais je vais vous marier. Il les a mariés finalement. C'est la course au mariage. Et puis, pour revenir au loyer, c'est que dans ce temps-là, c'était pas facile d'avoir des logis. Aujourd'hui, on connaît les propriétaires qui montent les loyers et mettent dehors, puis peut-être la crise du logement, elle l'était dans ce temps-là. Alors, ce qu'ils faisaient dans ce temps-là, ils te vendaient la clé du logement. Il fallait que tu payes pour avoir la clé, puis là, tu pouvais signer un bail. Alors, le propriétaire qui était propriétaire du logement. Ça se vendait combien une clé? Donne-moi 200 pièces, donne-moi 300 pièces, tu 500 pièces, là, tu vas avoir la clé, là, tu vas pouvoir louer mon logement. Ah ouais. Dans une gamique, là. Drôle de façon. C'est la version enveloppe brune de se trouver un logement. Oui. Nous autres, mon père avait trouvé une place dans 7e avenue, proche du parc La Salle. Là. Et entre la rue Notre-Dame et la rue La Salle. Puis lui, il travaillait à Dominion Bridge. Alors, il allait travailler à pied, des fois en bicyclette, mais il allait travailler à pied. Et il finissait à 5 heures, puis à 5h03, tu es rendu à la maison. Là, il allait jouer au softball dans le parc La Salle. Alors, quand on a déménagé là, puis je me souviens très bien, c'est qu'il faisait encore... il voulait que les gens éteignent toutes les lumières le soir. Pour protéger. C'était peut-être sur la fin de la guerre, ça, que c'est arrivé. Pour protéger contre les éclaireurs. Les éclaireurs pouvaient passer, puis pouvaient voir ce qu'il y avait des usines, notamment Dominion Bridge, était dans la cour. Ouais. Alors, ils éteignaient tout, puis ce qu'ils faisaient, ils pouvaient en avoir des lumières, mais mettez des rideaux pour que ça soit sombre. Puis dans ce temps-là, il y avait le groupe qui appelait la protection civile, qui existe encore aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, la protection civile, eux autres, c'est de s'assurer que le citoyen suivait les règlements qui ont rapport avec la guerre. Oui, toutes les normes, parce que ça quand fait... il disait les lumières se ferment à 7 heures, il fallait que tu fermes tes lumières se ferment à 7 heures. Dès qu'il faisait noir, dans le fond, il fallait essayer de ne pas être visible. Oui. Puis, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous disait, vous pouvez fermer vos... Il ne disait pas à moi, là, vous pouvez barricader vos fenêtres. Alors, chez nous, ce qui m'avait impressionné le plus, c'est que mon père avait mis du papier journal partout, dans toutes les vitres qu'on avait dans la maison. Pourquoi ça, du papier CV, du papier journal? Pourquoi? C'est opaque, là, ouais. C'est ça qu'il faisait. Ouais. Wow. Alors, parce qu'il y avait... Ça, je ne pensais pas qu'on avait vu ça au Canada. Je sais qu'ils faisaient ça souvent pendant le Blitz en Angleterre. En Angleterre, oui, on l'avait ici. Parce qu'eux autres, là-bas, ils se faisaient bombarder là, tout le temps. Là. Ben oui. Je ne pensais pas qu'on avait ça, nous autres non plus. Ouais. Il y avait les sirènes aussi. Oui, ça, il y a des systèmes de sirènes qui ont été installés longtemps. Là. Oui. Il y en a eu jusqu'à... Est-ce que tu te souviens de les avoir entendus? Il y en a eu des entendus, Normand? On faisait des tests de temps à autre parce qu'il y avait la menace de la guerre nucléaire dans les années 50. Oui, ils ont gardé après ça pour la guerre froide. Puis, je sais qu'il y a des municipalités qui les ont convertis après ça. Ils s'en servent genre dans le temps des fêtes, mais de la musique. Là. Alors, c'est ça en est un peu, Éric, des souvenirs que j'aurais, des souvenirs qui m'ont marqué. Quand la guerre finit, as-tu un souvenir de ça? Il y a des événements qu'on se dit toujours, là. Pour nous autres, c'est le 11 septembre, tout le monde se souvient, il était où? Non, tu étais trop jeune. Tu n'as pas conscience là, de qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, tu poses la question, puis finalement, on n'est plus en guerre. Puis... Le monde faut juste arrêter d'en parler tranquillement. Oui. Puis je peux dire, par exemple, que j'en ai des impressions d'après la guerre, qui ont rapport avec la guerre. Je ne sais pas si vous avez su, si vous avez connu, mais chaque école avait un corps de cadets. Oui. C'était commun. C'était dans chaque école. C'est surtout les collèges, les universités avaient tout ça à un moment donné. À la Chine, on avait l'Académie Piché, on avait un corps de clairon, on était habillés en soldats.
on avait des Markings au français, Régiment de Maisonneuve. C'est pour ça qu'Adrien était à Maisonneuve. C'est pour ça que je mélange les deux. Nous autres, on allait, vois-tu, ça, je te parle là, comme mettons, je t'ai rendu en 5e année. En 5e année, j'avais 9 ans, 10 ans. Jusqu'à 12 ans, on allait toutes les fins de semaine au Mont-Saint-Louis, qui est aujourd'hui le collège de GEP du Vieux-Montréal. Je pense qu'ils appellent ça. C'était ça rue Sherbrooke. Ouais, Sherbrooke, non, c'est près de Saint-Laurent. Mes petites filles ont étudié là, je ne me rappelle plus comment ils appellent le cégep. Anyway, c'était le Mont-Saint-Louis, qui était une école des frères des écoles chrétiennes, puis la Chine, c'était des frères des écoles chrétiennes, Saint-Henri aussi, ça fait que toutes les écoles, académies avaient son corps de clairon, on faisait de la drill, 1, 2, 3, on marche, ils faisaient des concours au mois de juin, dans les cours d'école, des pelotons de précision. Ça a existé longtemps, je pense que ça existe encore, les corps de clairon. Là. Oui, mais c'est revenu mais maintenant, c'est des harmonies, pas pareil. Ouais, non, ben, même des corps de clairon. Quand j'étais jeune, on avait un corps de clairon là, dans la municipalité, où moi et Eric, dans ma région, ce qu'on était, là, je pense que comment ça s'appelait à Dorion, les étoiles? Les étoiles de Dorion, ouais. Puis, mais c'était pas lié avec une école. C'était les gens qui voulaient bien participer. On a vu ça dégringoler là, aussi, là, quand même, en popularité. Maintenant, c'est des harmonies. Alors, ça, tu en as beaucoup dans les écoles, les harmonies. Mais c'est pour ça qu'on a tant de chanteurs maintenant, puis tant de guitaristes, puis tant de drummers. Puis, alors, pour revenir au cadet, c'est qu'on allait au Mont-Saint-Louis pour le cours de tir. On tirait la carabine dans le sous-sol en bas. Sous-sol, oui, c'est sous-sol, mais c'était grand. Il y avait 2, 3 salles de tir. On tirait à 22. Et puis, nous autres, comme moi, j'étais là encore mon écusson, je ne veux pas se caler, comme quoi que j'avais été diplômé dans le tir à la carabine. Parce que j'avais passé mon examen à 95% ou whatever sur le bullseye. Ça qu'on faisait ça le samedi. On était peut-être une douzaine. D'autres faisaient d'autres choses. D'autres allaient en forêt, puis un peu comme des scouts, si on peut dire. Ouais. De là venait, c'est qu'on était fiers quand on était petit gars de voir des soldats. Pourquoi? C'est toujours le phénomène de l'uniforme. Le phénomène de l'uniforme. Tu sais, tu parais bien, puis regarde, moi, je suis un soldat. Regarde, mon oncle, c'est un soldat. Puis tu étais fier de ça, parce que tu ne réalisais pas quand même, parce que tu étais invincible. Il ne faut pas oublier ça aussi. Parce que si tu pars à la guerre et tu n'es pas invincible, tu pars au hockey, puis tu pars en partant, tu dis, on va y goûter aujourd'hui. Pour moi, même faire scorer 5 buts, si tu es gardien de but, ça va pas bien l'affaire. Hein? Tu es fier de ton affaire. Bon, alors c'est ça. Alors, quand on était jeune homme, comme aujourd'hui, depuis, ça a commencé peut-être 15-20 ans de ça, de mettre des noms de ci, de ça, sur les bras, sur les chandails, sur les culottes en arrière, partout. Aujourd'hui, on ne trouve pas ça chic. Dans le temps, on ne trouvait pas chic non plus, mais on avait des écussons. Et ce qui était sobre, là, tu sais, comme on va dire l'écusson du Canadien. Bon, ben, nous autres, c'était cadet de l'Académie Piché de la Chine. Hey, sur peut-être 300 élèves qu'on avait, ben, on était peut-être 40 là-dedans. Tu avais un but, tu aimais ça. Alors, c'est un peu ça qu'on se rappelle de la guerre. C'est une séquelle de la guerre. Puis l'armée, je suis pas mal sûr qu'en arrière de leur tête, mais on a des jeunes aujourd'hui qui vont peut-être continuer. Puis il y en a qui ont continué, qui ont rentré dans l'armée après, qui sont allés à la guerre de Corée. Et il y en a plusieurs de la Chine qui ont fait ça. C'est dans notre temps. Là, moi, il y a quelque chose que je suis curieux. Là, dans l'après-guerre, là, tu sais, ton oncle, ton père, ils sont allés au front. Est-ce qu'ils en parlaient de ça? C'est ce qu'ils racontaient leur. Non, jamais. Non, Adrien, non, il en demandait parce que mon cousin Jean-Guy Richer s'est marié le 6 de juin en 63, je pense. Et puis Adrien était là, évidemment. Et puis chez nous, dans la famille, avec les oncles, c'était toujours d'aller dans la cuisine, puis ben, on ne prenait pas de bière. On chantait, nous autres. Okay. On chantait, et puis Adrien, ben, c'était des chansons de l'armée. On chantait. Et puis on lui demandait de nous en parler, puis non, il ne voulait pas, jamais. Mon père, il n'a pas été. Mon père, il est resté ici, c'est ça. Mais Adrien n'en voulait pas en parler jamais.
Jamais. Ouais. Moi, j'en ai demandé à d'autres cas, puis non. C'est très rare qu'en parler. Ils ont généralement pas eu des bien bonnes expériences. Oui, les bonnes expériences. Quand tu perds des amis là, à cause de whatever, c'est pas quelque chose que ça te tente de te remémorer. Tu veux pas. Non, tu veux pas t'en rappeler. C'est sûr, ça. C'est sûr. Et puis, d'ailleurs, Éric, dans les bouquins là, qui ont été écrits par Gélina, il y a des photos de jeunes hommes rentrés dans l'armée maintenant, lieutenant. C'est un métier, je ne veux pas dire, mais pas métier, c'est une profession. C'est une profession. On est aussi, c'est une profession, puis une tradition. Moi, Yann, probablement, OK, toi, Normand, tu es né pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais juste un peu plus jeune que toi, on s'entend, la génération des boomers, il y a personne qui a connu des grandes guerres, là. Qu'on était impliqué. C'était la guerre froide, là, où est-ce que c'est pas vraiment un conflit qui est. C'est ça, où tu as eu la guerre de Corée, mais tu sais, c'est pas. Mais alors qu'avant ça, tu as la Deuxième Guerre mondiale, tu as la Première Guerre mondiale, tu as la rébellion des Patriotes, tu as la guerre de 1812, tu as plein de conflits militaires dans l'histoire des Canadiens français que, je veux dire, on fait beaucoup de généalogie, moi, puis Yann, puis des soldats, on est. Je veux dire, il y en a beaucoup qui sont bien impressionnés parce qu'ils ont un ancêtre qui est soldat du régiment de Carignan-Salière. Mais bon, on en a quelques-uns, mettons. On en a tous quelques-uns, là, nécessairement. Là, c'est démographique, c'est mathématique, cette histoire-là. Mais on est un peuple de la guerre. C'est récent là, qu'on participe pas à des guerres. Là. Fait que, oui, c'est ce que tu me dis là. C'est une tradition qui perdure un peu probablement dans le temps, là, la fierté d'avoir un soldat dans la famille. Oui. Comme il était fier d'avoir un curé. Ben ça. Surtout les familles catholiques, c'est important. Oui. Question, là, jeune avec ton père, ton oncle, ou même juste toi, est-ce que vous célébriez l'armistice, le jour du souvenir? Est-ce que c'est une journée importante? Oui. Mais ça n'était pas aussi important que la Saint-Jean-Baptiste. Ça, je peux dire ça. La Saint-Jean-Baptiste, attention. Hein? Oui. On célébrait, on y allait. Il y a un cénotaphe à la Chine, là, à 45e Avenue, mais c'était pas plus fort que ça. Et on dirait pour les autres qui ont été dans l'armée, il fallait que ça s'efface assez vite. Oui, c'est ça. C'est pas comme on mentionnait Léo Major, là, Léo Major, ça fait des années qu'il y a une rue à son nom en Hollande. Puis nous autres, son nom n'était même pas mentionné nulle part. Là. Ses enfants ne savaient même pas ce qu'ils avaient fait parce que, c'est ça, on avait été, cette génération-là, ils avaient été sur le front, faire ce qu'il y avait à faire, puis ils ne voulaient pas en parler. Puis c'était comme, on a fait notre job, puis that's it, parle-moi en plus, là, c'est fini, c'est ça. Surtout les mauvais moments, là. Puis c'était ça, puis il y a beaucoup de ces gens-là qui ont fait des choses à 22 ans, souvent, là, ils avaient perdu 3-4 de leur chum, ils s'étaient fait tirer dessus 2-3 fois. Moi, à 22 ans, là, je n'avais pas vécu ce genre de choses-là. Tu stressais pour ton examen à l'université. Ben c'est ça, c'était pas... ton grand stress. C'était pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le genre de vie. C'est pas le même genre de... Puis ces personnes-là, ils ont fait des choses souvent. Là, Léo Major, on n'entendait pas vraiment parler parce qu'ils en parlaient pas. Non, mais ce qu'il a fait, c'est malheureux. C'est héroïque. Ouais, c'est exactement. C'est là où c'est que c'est des choses héroïques qui sont importantes, là, qui ont on parle pas allemand présentement là, parce qu'il y a des gens qui se sont levés et qui ont pris leur place, puis qui ont fait ce qui avait à être fait. Ouais. Mais, ils n'en parlent pas, ils veulent pas que les gens les remercient de tout ça ou quoi que ce soit parce qu'ils ont juste fait ce qui avait à être fait. S'il y avait une tâche à faire, puis ils étaient là, puis ils l'ont fait, puis c'est tout. Puis c'est des affaires incroyables souvent qui ont été faites. Là. Je veux dire, imaginez le débarquement là, en Sicile, en Normandie. Là, tu débarques, là, il y a des troupes qui sont là, puis il faut t'embarques. Faut tirer dessus. C'est ça.
Bon, ben, je pense on aurait pu en parler encore très longtemps. On ne pourra jamais vraiment faire le tour du sujet. On en a fait un bon bout. Je tiendrai à te remercier énormément, Normand, pour ton témoignage là, de ce que tu vas nous apporter, savoir un peu c'était quoi la vie des gens, là, de nos ancêtres. Puis c'est ça. Merci beaucoup. Merci. C'est super intéressant. Merci beaucoup, en effet. C'est très intéressant. Parfait. Alors, si on a d'autres temps, on va en faire encore. Oui. Parfait. Bon, ben, Oui, bonne c'est toujours journée. le fun. Bon, ben ça, c'était intéressant. Hein? Qu'est-ce que tu en as pensé, Yann, de l'entrevue avec Normand? Ben, c'est toujours intéressant parce que Normand, tu sais, comme il nous raconte, lui est né pendant la guerre, mais comme quand même relativement, pas vers la fin. Puis, il était assez vieux pour avoir certains souvenirs comme enfant de ce qu'était l'environnement, tu sais, ici de la guerre, sans lui avoir été quelqu'un qui intervenait là-dedans. C'est quand même bien parce que souvent, tu sais, on va avoir parlé avec des gens qui l'ont vécu, tu sais, parce qu'ils étaient, il était adulte à cette époque-là. Mais sinon, tu sais, nos parents, souvent, ils ne se souviennent pas grand-chose de ce période-là. Ils étaient trop jeunes ou ils n'étaient juste pas encore nés. Puis, tu sais, souvent, nos parents, c'est des boomers qui sont nés après la guerre. Puis, c'est pas quelque chose qu'ils vont se souvenir. Puis lui, ben, il se souvient de certains faits. Puis ça, je trouve ça quand même intéressant. Ouais, puis ben, ça y a fait voyager un peu lors de sa jeunesse quand même. Là. Il s'est promené là, Valcartier, Saint-Jérôme, il a fait un petit peu. Là. Ça nous donne une idée, c'était où qu'il était basé ces régiments-là au moment de la guerre quand même, là, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui s'est passé ici. Oui, mais c'est comment est-ce que les gens vivaient avec le concept du fait qu'il y avait une guerre. Puis c'est toujours le fun. Moi ce que j'aimerais faire, là, je voudrais te montrer quelque chose que je trouve intéressant. Là. Regardez, ça, c'est ma grand-mère. Quelque chose comme 1941 à Montréal. Si tu regardes ici, là, ça, c'est la vie qu'on avait à cette époque-là. Puis, j'aimerais bien te montrer, là, je vais t'envoyer mon écran, là. Regarde bien ça. C'est cette affiche-là qu'on voit qui est une affiche on va utiliser les vrais termes, une affiche de propagande de l'armée canadienne, là, parce qu'on cherchait des gens. Notre armée a besoin de bons Canadiens. Puis, ça, c'est tes affiches. Regarde bien ça. La photo, elle a été prise en avant d'un concessionnaire de chars à Montréal. Puis ça, c'est la photo de ma grand-mère. Puis j'ai la photo de mon grand-père à côté. Là, c'est une autre photo, peut-être pour des bons de la victoire, je ne sais pas trop. Là, j'ai regardé beaucoup de sites où on voit des affiches. Tu n'as pas trouvé. Non, s'il y a quelqu'un qui reconnaît cette image-là, faites-nous signe. Je serais vraiment curieux de voir c'était quoi. Parce que c'est la meilleure photo que j'ai de ce poster-là. Puis ben, je me dis que ça pourrait être le fun. Mais reste que mes grands-parents, ça c'est les parents de ma mère, eux autres, là, ils n'étaient pas encore mariés. Là, eux autres, ils se courtisaient. Ils sont allés se promener une journée avec un appareil photo. Puis eux autres, ce qu'ils trouvaient intéressant de prendre en photo cette journée-là, c'est en avant d'un concessionnaire de chars avec des affiches de recrutement canadien. Quand même, c'est pas rien, là, sont là. Puis eux autres disaient, ben, ça, c'est quelque chose qui fait partie tellement de leur vie qu'ils trouvaient ça intéressant. Ça fait des belles photos. C'est probablement suite à ces affiches-là ou ces appels-là que le père de Normand a répondu à l'appel. Potentiellement, mais ça a fonctionné. Mon grand-père s'est enrôlé. Lui, il a été pendant la Deuxième Guerre, il a été en défense continentale ici, là, dans des unités qui étaient au Canada. Puis il a été instructeur. Fait que j'ai fallu, c'est difficile. Puis là, je parlais je parlais avec ma mère, là, qui est décédée maintenant. Je parlais avec mes oncles, puis c'est, ils parlaient pas beaucoup, même ceux qui n'ont pas été sur le front, ils parlaient pas beaucoup de l'époque de la guerre. Fait que là, tu as de l'information fragmentaire, c'est du bouche à oreille, tu sais, avec que ça donne. Puis les noms de nos régiments font qu'on porte à confusion parce que les noms de nos régiments, c'est souvent des noms de places parce qu'historiquement, ils viennent ils reprennent le flambeau de vieux régiments de combat d'avant ça. Fait que, on a des régiments comme la Chaudière, comme le régiment de Lévis, comme le régiment de Maisonneuve, les fusiliers de Sherbrooke. T'en veux-tu des noms avec des noms de places? Fait que, tu sais, mon grand-père, lui, il a été dans le Châteauguay puis dans le Sherbrooke. Là, je peux te montrer, là, j'avais des photos, mais ça, c'est pas ceux qui étaient à lui, là, mais ça, c'est
les capes de béret, les capes badge là, pour chanter. Je suis allé chercher ça par après parce que je trouve ça quand même intéressant. Puis, le régiment de Sherbrooke. OK. Puis, j'ai des photos du régiment de Sherbrooke. Je ne sais pas si tu veux que je te montre ça. C'est mon grand-père, là, tu le vois avec celle que je t'ai montrée tantôt. Là. Il était rendu lieutenant. Excuse, caporal. OK, quand même. Ben, c'est juste le deuxième terme. Tu commences ce qu'on appelle en anglais private, là, le soldat. Puis ensuite, si tu as une promotion, tu dois être caporal. OK. Puis pendant cette époque-là, ça c'est juste un peu avant, ça c'est. Non, c'est à ce moment-là, à peu près, ça c'est la 5e brigade d'infanterie du Canada. C'est dans une enveloppe de négatifs que ma grand-mère avait identifié comme étant en entraînement à Sherbrooke. Fait que, tu sais, essayer de trouver de l'information sur les différents régiments et où est-ce qu'ils étaient à quel moment durant la Deuxième Guerre mondiale sur Internet est excessivement difficile. Mais tu finis par l'en trouver. C'est mon grand-père, il était ici, avec un chien. Ça, c'était des véhicules à cette époque-là. J'aime bien les véhicules parce que là, mon grand-père, tout est vaché sur un Jeep. La première année qu'ils ont eu, ce qu'ils appelaient un truck d'un quart de tonne. OK. Ça, c'est les véhicules qui ont été grandement utilisés après ça, là, sur le front en Afrique, sur le front en Europe, là, c'était pas tuable. Ben, le Jeep, c'était le All-Star des Alliés là, durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'innovation qui a fait changer la donne parce que ça permettait au ravitaillement de se placer plus loin du front. Parce qu'avant, hein, c'est-tu la Première Guerre mondiale, comment est-ce qu'ils ravitaillaient? Ben, c'était quasiment à pied à ce temps-là. Le monde y arrivait, c'était à chevaux. Il y a eu aussi des chiens de traîneau canadiens qui ont des été chiens de traîneau? Oui, qui ont été employés durant la Première Guerre mondiale pour première ou deux, me semble que c'est la première, là, puis pour aller ravitailler le front. Bon. Ben, fait que le Jeep est quand même plus efficace. Oui, ben c'est un véhicule. C'est un véhicule quand même, somme toute, léger, là, un quart de tonne, là, mais quand même, c'était flexible. Tu pouvais aller dans l'eau avec ça, tu pouvais faire presque n'importe quoi. Ça se promenait dans la boîte. Il y avait des courses sur le maniement du véhicule, puis c'est quelque chose qui ne lâchait pas. Puis ça, c'est le père de ma mère, mais du côté de mon père, moi, je peux te parler, j'ai 2 grands-oncles qui ont fait la guerre, mais tu sais, pas en défense. Excuse-moi, du côté de ta mère, il s'est enrôlé avant la conscription, là. Oui, il s'était porté volontaire. Il y a une question salariale qui vient avec ça. Je suis convaincu que c'est une job. Moi, j'ai vu des entrevues, là, il y avait un gars, je pense que c'était le Royal 22 ans, puis là, il disait, moi, j'étais machiniste là, à Montréal. Puis écoute, en tant que soldat, je faisais le double du salaire, je ne savais pas aller chercher mon chèque. Puis c'est clairement quelque chose qui était rentable. En plus d'avoir une solde de soldats, tu étais hébergé, logé, nourri. Souvent, la famille elle venait, comme on a vu avec Normand. Puis, il donnait une certaine formation. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, là, les gens, ils n'allaient pas à l'école bien longtemps. Là. Non, surtout, comme je te disais, chez les Canadiens français, hein, quand même. L'accessibilité à l'éducation n'était pas encore là, ce qu'elle est aujourd'hui. Puis c'est ça lui donnait un certain avenir. Puis c'est un peu vers ça que je me dirige. Moi, j'ai mon grand-oncle, là, Normand, Armand Audet. Normand, c'est son fils. Écoute, je suis allé à ses funérailles il y a déjà une dizaine d'années, là, puis moi, je me souviens, plus jeune, parce que j'avais le deuxième mari de ma grand-mère du côté de mon père. Parce que mon grand-père, Conrad, il est mort avant que mes parents se marient. Éventuellement, elle s'était remariée là, avec son premier prétendant là, quand il était jeune là, dans son petit village de Beauce. Là. Puis, lui, il avait fait la guerre aussi. Puis quand il se connaissait, tu sais, fait quand il venait visiter là, avec les Audet, la famille Audet, là, c'était beaucoup ça. Quand tu avais quelque chose, ils sont très accueillants. Fait que Monsieur Lachance, mon grand-père, lui, quand ils sont mariés, ils sont allés vivre chez eux. Lui, il était rendu qu'il restait à Bridgeport, au Connecticut. Fait quand il venait, de temps en temps, il faisait la tournée.
Il allait rester chez un, puis il allait rester chez l'autre. Il venait rester chez nous pendant un bout de temps. Puis grand-papa, lui, je me souviens quand j'étais jeune, tu sais, j'avais 7-8 ans, là, quand il se réveillait de bonne heure le matin tout le temps, là, je le réveillais, il était toujours déjà debout en train de. Tu sais, il était assis dans la cuisine, là, en camisole, puis il manquait un morceau d'épaule. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qui nous frappe. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est qu'il manque un bout d'épaule à grand-papa. Tu sais, il a été blessé à la guerre. Sans détail, parce que, tu sais, j'ai 7-8 ans dans le temps, là. Il est mort, j'étais adolescent, là. Je pense que j'avais à peu près quelque chose comme 15-16 ans. Puis, lui, tu sais, ça faisait partie de sa vie. Lui, il a été au combat, il a reçu un obus, puis il a perdu, il a été en opération pendant super longtemps, en chirurgie. Il a fait le reste de la guerre là, en convalescence. Mais quand j'allais chez Armand, ben, il parlait pas de guerre. Quand ça arrivait, souvent qu'il discutait. Puis ça, c'est quand j'étais au funéraire de Armand, puis que je parlais avec Normand, là, il montrait des photos d'Armand en uniforme. Je sais, c'est intéressant de le voir en uniforme, parce que il en a souvent parlé, mais je l'ai jamais vu en uniforme. Puis Normand de me faire, non, il parlait jamais de la guerre, c'est son gars. Puis ça m'a fait réaliser que quand il jasait pas de la guerre. Il jasait de l'entraînement, il jasait des déplacements de troupes, il jasait des mauvais coups qu'il faisait pendant qu'il était sur les théâtres d'opération. Mais il parlait jamais de la guerre. J'ai aucune idée de ce qu'il faisait comme combat, autre que parce qu'on a dans les dossiers. Je suis allé chercher le dossier. Ils ont été blessés. Ils ont fait certains théâtres d'opération. Mais c'est tout. Puis ce que Normand, il mentionnait au funérailles de son père, c'était, lui s'était inscrit parce que les autres, ils restaient dans un petit village là, de la Beauce qui s'appelait Spring Hill, qui s'appelle Nantes maintenant, qui a changé de nom. Puis il était fermier là-bas avec son père. Puis il haïssait ça. Puis pour lui, s'inscrire, se porter volontaire pour aller à la guerre, il s'est allé avec le Royal 22e, c'était une façon de sortir de cet environnement-là qui n'était pas quelque part où il voyait qu'il y avait un avenir. Donc, en allant voir le monde avec l'armée, puis en allant se battre contre les Allemands, il sortait de son endroit où il était pour faire autre chose. Puis, lui, avec le Royal 22e, tu comprends que le Royal 22e faisait partie de la 8e armée canadienne qui était allée envahir la Sicile puis l'Italie. Il était considéré, lui, puis son frère Hubert, qui était dans le Royal Canadian Engineers, comme cook. Ils étaient tous les deux là en Italie, ils étaient considérés ce qu'ils appellent les D-Day Dodgers. Les gens, ils n'ont pas participé au débarquement de Normandie parce qu'ils étaient comme trop occupés à envahir l'Italie. Puis, ça, c'est un front, un théâtre d'opération qui est souvent un peu mis de côté parce que, tu sais, la ligne d'approvisionnement, on parlait de l'approvisionnement tantôt avec les chiens de traîneau, la ligne d'approvisionnement, il faut que ce soit rapide. Il ne faut pas que ça te prenne 3 semaines avant que le monde reçoive des munitions puis n'importe quoi. Fait que partir de l'Angleterre, puis descendre, puis aller en Italie, puis remonter vers le front, c'était même trop long. Mais partir de l'Angleterre, traverser la Manche, c'était rapide. Mais le théâtre d'opération de l'Italie avait été super important parce que sans avoir ce front-là, qui a attiré beaucoup d'Allemands, surtout après que les Italiens ont commencé à se rendre, il y aurait eu bien trop de monde dans le nord de l'Europe, puis ça aurait été vraiment plus difficile. Là, je ne suis pas convaincu que ça aurait fait la même chose, la campagne de Normandie. Fait que c'était important. Puis après ça, quand ils ont terminé le théâtre d'opération en Italie, ils sont aussi allés en Normandie, ces gens-là. Fait que Armand, le père de Normand que je te parlais tantôt, lui a été blessé en Italie à la jambe. Maintenant, tu sais, on a déjà jasé dans d'autres émissions. J'ai un de mes grands-oncles, Hervé, qui avait écrit sur mon arrière-grand-père. Un moment donné, il parle justement de la guerre, mais de la perspective. On est à la maison. Armand, il est sur le front. Puis là, maman reçoit un télégramme. Oui, votre fils a été blessé sur le front. Tu sais, le théâtre d'opération. Pas de détails sur la gravité, là. C'est pas. Aucune idée qu'est-ce qui est arrivé. Y a-tu reçu une balle en plein cœur? Y a-tu été blessé à la main? On ne sait pas. On sait pas. Il s'est cassé le petit doigt, tu sais. Oui, c'est ça. Il s'est blessé. Il est tombé, il s'est foulé le pied, puis il est blessé, puis on ne sait pas. Aucune idée. Il n'y a pas de détails. Ils ne disent pas où est-ce qu'il est. Ils ne disent pas s'il va bien.
Puis là, ça prend quelques mois avant qu'éventuellement on reçoive une lettre d'Armand qui dit hey, je suis en Italie dans un hôpital, puis tout est bien, je me suis peut-être blessé à la jambe, puis je vais retourner au front éventuellement. Mais ça, c'est comme ça que ça fonctionnait. En partant, ben, beaucoup. On n'avait pas Internet comme maintenant, là, juste envoyer un télégramme comme ça, le transfert d'informations avant qu'il se passe quelque chose sur le front, avant que les gens à Montréal aient l'information, même pour la donner, c'était long. Là, ils dactylographiaient ce qu'on appelle les War Diaries, les journaux de campagne de chacun des choses. Il y avait des secrétaires dans le service militaire pour taper ça. Là, tu regardes, j'en ai étudié ces affaires-là pour essayer de comprendre les différents mouvements de troupes. Puis c'est compliqué. Tu vois presque, tu sais, premièrement, ils ont plein d'abréviations parce que c'était trop long à écrire. Ils écrivaient des affaires à tous les jours, 3-4 fois par jour. Ils transféraient ça d'un à l'autre. Ces affaires-là étaient transférées d'un régiment au central pour qu'ils sachent ce qui se passe. Ça, ensuite, c'était renvoyé. C'était long, c'était compliqué. Mais pour revenir à ce que tu disais, dans la famille, ils reçoivent une information comme quoi que leur fils est blessé, sans trop plus de détails. Tu peux t'attendre au pire, là, je veux dire, une blessure, là, ça peut être... ou, comme je disais tantôt, ça peut être un petit doigt cassé, puis regarde, c'est pas si grave que ça, là, ça reste une blessure, là, tu sais, mais fait que là, entre le temps qu'il reçoit l'information, puis qu'il reçoit il se passe quoi, 2-3 semaines, tu sais, imagine le sentiment dans la famille, tu sais, d'apprendre des fois, il y en a qui ont été déclarés... Pendant 3 semaines, tu sais pas, tu stresses, il peut être décédé suite à ses blessures. Aussi, tu sais. Des fois, il y en a qui ont été déclarés morts, qui ont envoyé une dépêche, Madame Untel, on a le réglé de vous informer que votre fils est tombé au combat. Puis éventuellement, le gars, il envoie une lettre. Hey, je suis rendu à cette place-là, j'ai été blessé, puis il n'a aucune idée que ses parents pensent qu'il est mort. Il a peut-être même fait des funérailles. Des fois, ça pouvait être long. Des fois, il y en avait que ça prenait vraiment longtemps. On pensait que tu étais mort. C'était un peu n'importe quoi. Puis, tu sais, il savait un peu quand il allait faire ça, quand il partait, que ça se pouvait qu'il ne revienne pas. Mais tout le monde, c'est pas ça qu'il voulait. Mais tu sais, avant de partir, là, c'est quand même c'est quand même assez particulier. Il prenait des photos souvent. J'en ai une que je trouve quand même intéressante, là. C'est mes 2 grands-oncles, ici. On est capable de le voir comme du monde, là. Moi, je ne vois pas trop bien. Mes 2 grands-oncles avec ma grand-mère, les grandes-tantes. Ça, c'est une photo de famille, genre, c'est pas la famille au complet. On a déjà parlé, Léodé était comme 18 enfants. Là. 18 enfants, tu ne vois jamais tout à la même place en même temps. Là, ça n'arrive juste pas. Surtout à l'âge adulte. Mais il y avait. Ouais, c'est ça. Puis, 18 enfants, pense-y, il y a au moins 18 ans entre le plus vieux et le plus jeune. Mais eux autres, c'est ça, ils prenaient des photos avant de partir. J'ai des photos avec les frères de ma grand-mère puis mon grand-père, là, qui lui était chauffeur de taxi à Montréal, en avant de son char et avec les soldats, super content. Puis, tu sais, le monde était quand même fier de ceux qui s'enrôlaient. Puis, faut quand même se mettre un peu, tu sais, on en parlait avec Normand, là, ceux qui étaient en région, souvent, même au moment où il y avait la construction, souvent, ils étaient exemptés parce qu'on avait besoin d'envoyer l'effort de guerre canadien, tu sais, au plus gros de la guerre, là, rendu en 1944 au débarquement de Normandie, il y avait à peu près 10% de la population canadienne qui participait activement à l'effort de guerre. Soit, confection d'uniformes, armement, véhicules, ceux qui envoyaient des ravitaillements. Ouais. L'Angleterre avait plus de champs parce qu'ils se faisaient bombarder pendant le Blitz. Il y avait besoin de céréales, il y avait besoin de blé, il y avait besoin de pain, il y avait besoin de lait. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Justement, l'effort de guerre, c'est ça. On a parlé avec Normand, de son père qui était cuisinier dans l'armée, mais on n'a pas parlé beaucoup là, justement de l'effort de guerre qui se passe en sol québécois, là, qui a probablement, comme tu dis, 10% de la population travaille en fonction d'eux, mais ça, on ne calcule même pas les agriculteurs, là, je veux dire, toute la bouffe qu'ils produisent, qui va éventuellement s'en aller en Europe, probablement. Puis
Ah oui, Puis mais il y avait même du rationnement ici. On n'est pas sur un théâtre de guerre, mais on avait du rationnement. Tu étais quand même limité à ce que tu pouvais consommer parce qu'il y a une grosse partie de ce qui existe qui est envoyée à l'effort de guerre. Moi, si tu me permets de partager mon écran, je vais juste te trouver ça. Ouais, ben moi, écoute, justement, de rationnement, comme certains le savent, j'ai récemment déménagé en Outaouais. Puis dans la maison, dans le garage de la maison, on a trouvé des documents là, qui datent là, de 1803, de 1903, excuse-moi. Puis on passe à travers, là, j'en ai une boîte là, au complet ici. Puis il y a des choses d'intéressant, parce qu'on passe à travers l'histoire de la famille là, dont j'ai acheté la maison récemment. Puis on passe évidemment à travers la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'ai trouvé ça. C'est des carnets de rationnement. Moi, quelque chose que je remarque, là, c'est que c'est un terme qu'on n'utilise plus maintenant, le Dominion du Canada. Non. Oui, c'était ça à l'époque. Oui, techniquement, c'est encore ça. Si tu regardes sur les billets de banque, on est quand même encore mentionné comme ça, mais maintenant, on dit juste Canada. C'est particulier. Mais là, juste j'ai pas de photo là, je pourrais vous montrer que ça a de l'air à l'intérieur, mais c'est pas un carnet de rationnement est envoyé à une personne, puis c'est pas. Puis il y a un nom marqué dessus. Il y a son nom, puis il y a aussi à l'intérieur, c'est dépendamment de la couleur, ça va être pour du gaz, ou ça va être pour du sucre, ou ça va être pour différents items. La viande, était-tu là-dedans aussi? Le pain, ça fait comme ça? Il faudrait que je repasse à travers, mais il me semble que oui. Je sais qu'il y a une lettre qu'il faudrait que je retrouve, là, puis que je vous la montre, mais il explique le rationnement du sucre. Je pense qu'on est en 42 là, de mémoire, il faudrait que je la retrouve, mais il explique que, étant donné que les Allemands sont dans l'embouchure du fleuve, puis qui sont très efficaces, là, d'ailleurs, ça a l'air là, qui coulait à peu près une centaine de bateaux de marine marchande par mois. Fait que ça, c'est beaucoup de pertes. C'est ça, puis pas juste que c'est pas juste le bateau puis le monde, là, il y a aussi tout le stock que tu essaies de déplacer qui part avec ça. Oui, c'est ça. Puis c'est pas juste ce qui part vers l'Europe, c'est aussi ce qui arrive ici. Puis le sucre, comme ça arrive des Antilles, il y en a moins. Puis c'est ce qui explique. Il dit on a cette année 1/5 du sucre qui est rentré au pays par rapport au même temps, en temps normal. Donc, il faut rationner le sucre. Puis bon, une raison pourquoi que le sucre est important encore plus que. Bon, je pense qu'il est quand même. Il est très important aujourd'hui dans l'alimentation de beaucoup de gens. Mais à l'époque, ça servait à faire des conserves. Là, puis oui, c'est vrai. Fait que là, on avait besoin de sucre. Puis ça, je pense qu'aussi, à un moment donné, on a, là, je pense que c'est dans l'ouest d'un prairie, on a commencé à changer la production pour faire des betteraves. Là, pour avoir justement avoir de betterave. Plus. Exact. Fait que anecdote intéressante avec le rationnement, justement, pas juste ici, il y en avait beaucoup là, sur les théâtres d'opération, mais en Italie, Suisse-Italie, il y a beaucoup de chocolat. Et le chocolat était rationné. Fait que là, il y a quelqu'un qui s'est dit à un moment donné, on va manger quelque chose dans mon chocolat pour l'étirer, vu que j'en ai pas beaucoup. Fait qu'il a acheté des noisettes, puis il a mélangé des noisettes avec son chocolat pour donner ce qu'on appelle maintenant le Nutella. Ça vient du rationnement du chocolat. Okay. Parce que tout est rationné, tout est difficile à avoir. Là. OK. Mais t'imagines, t'apprends que tu es rationné, pour nous autres, là, c'est. J'imagine, je ne sais pas s'il y avait un mouvement anti-rationnement à cette époque-là, parce que quand on oblige la population à quelque chose, il y a toujours un 10% là, qui, pour X raison, va s'opposer. Je me demande si ça arrivait à cette époque-là, mais par contre, il devait avoir pas mal de manigances, là, c'est certain, ça.
Ça devait se vendre, ça devait s'échanger, se voler, se trafiquer. Pense-y, c'est pas super longtemps après la prohibition américaine où ce que le monde était capable de déplacer de la boisson dans n'importe quoi, là. Fait que du sucre puis de la farine, là, la petite bière. Ouais, c'est ça. Ben bon, quand même, il fallait qu'ils passent à travers le fleuve. Les Allemands, ça, c'était une autre histoire, là, tu sais. Ça goûte quoi, du sucre de betterave? Je ne sais pas, j'ai jamais goûté à ça, non, effectivement. Ça fait-tu du café de betterave quand tu me lâches dans ton café? Ça doit pas être, je sais pas. Hein, c'est curieux. Non. Peut-être que ça ne change rien. Mais ça, pour en revenir à ce que je disais tantôt, s'il y a des gens qui ont leurs parents ou grands-parents, ou s'il y en a qu'on aurait la chance là, de côtoyer, qui ont justement participé à l'effort de guerre pour X raisons, qu'eux autres, ils travaillaient dans une usine, puis là, ben, ils ont changé la production de cette usine-là du tout au tout, parce que c'était ça, hein, on parlait de la Dominion Bridge à la Chine. Probablement que la Dominion Bridge faisait changer sa production. Quelque chose, de l'armement quelconque. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de véhicules qui ont été créés pour la guerre, qui étaient faits un peu partout dans l'Empire. Parce qu'à ce moment-là, on faisait encore partie de l'Empire britannique. Là. Fait qu'il nous donnait, il y a des véhicules, des avions, il y a beaucoup d'avions qui étaient faits ici et envoyés là-bas. Un peu partout. L'aérospatial à Montréal, c'est pas pour rien, parce qu'on a beaucoup de shops, parce qu'on était proche du fleuve. Fait que c'était mis dans des trucks, c'était sur le train probablement, c'était envoyé, mis dans des containers, des bateaux, puis let's go, on envoie ça avec la marine marchande. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de. L'effort de guerre était vraiment solide. Quelque chose qui serait intéressant aussi, c'est si on peut avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un ou qui a été dans la marine marchande. Ceux qui n'étaient pas en âge ou qui n'étaient pas capables de s'enrôler pour la guerre, souvent, il y en a plusieurs qui faisaient « moi, je vais faire ma part pareil ». Puis faire ma part, pour certains, c'était d'être dans la marine marchande. C'était quelque chose, là. Ben, écoute, je te dirais que malheureusement, je ne connais pas, mais tantôt, quand je vous montrais les carnets de rationnement, il y avait un LZR Bédard. Ben, moi, justement, dans cette lignée de famille-là, il y a un LZR Bédard, puis je vous montre ça. Donc, moi, c'est comme que je vous disais, en ayant trouvé là, plein de documents, on passe à travers l'histoire d'une famille. Puis évidemment, ben, la Deuxième Guerre mondiale fait partie de l'histoire de cette famille-là. Puis il y a à un moment donné, il y a un LZR Bédard qui doit se rendre, là, justement, on voit un document, Ministère des Services nationaux de guerre. C'était présenté en octobre 26 1940. Donc, je pense qu'on peut supposer qu'il était déjà dans l'armée, j'imagine, puis là, il était appelé là, à l'effort de guerre. Puis justement, bon, j'ai pas cette information-là, papier, mais les gens. Ça avait été appelé pour instruction militaire et conformément au règlement de 1940 sur les services nationaux de guerre. Il vous est, par les présents, enjoint de vous soumettre dans les délais de 3 jours francs à un examen médical par l'un de nos médecins examinateurs les plus rapprochés. Là, c'est drôle parce qu'il a été tampé du 26 octobre, c'est écrit à main, présenté le 31. Ouais. Techniquement, tu reçois ça, genre par la malle, puis tu as 3 jours pour aller voir un docteur médical, un docteur militaire. Ça a l'air. Fait que si c'est pogné dans la malle, qu'est-ce qui arrive? Ben là, j'imagine, c'est pour ça que le gars, il devait avoir stampé ça le 26 octobre, puis là, après ça, il a écrit présenté le 31 octobre pour spécifier justement que s'il est en retard, c'est parce qu'il n'avait pas eu la lettre encore, tu sais. Peut-être, tu sais, mais ceci étant dit, moi, on me raconte que LZR Bédard était dans la marine marchande. OK. Puis, bon, il était appelé, puis si... Ça, c'est au début de la guerre, la marine marchande était comme toute seule. Là. Ça a pris du temps avant qu'ils se disent « Ah, tiens, on se fait tirer, fait que ça va peut-être prendre des convois. » Puis éventuellement, il y avait des soldats sur les navires de la marine marchande. Puis éventuellement, il y avait des convois avec des bateaux de. Ouais, tu avais du stock, tu avais aussi des bateaux de protection. Parce que les sous-marins, eux autres, ils s'installaient, puis là, ils faisaient beaucoup de soirs parce que
un de tes ennemis, quand tu es sur l'eau, c'est si tu émets de la lumière, tout le monde te voit n'importe où. Là. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, il a été appelé le 20 décembre 1940. On parlait justement de Saint-Jérôme. Ben, regarde, il faut qu'il prenne le train de Montebello. C'est son billet de train pour s'en aller à Saint-Jérôme. Ouais. Cette feuille de route doit être échangée contre un billet avant de monter à bord. Ben, c'est vrai qu'il n'a pas échangé parce qu'il l'a encore ou qu'il n'a pas été. Ben, d'après moi, il doit y être allé. Sinon, tu aurais d'autres documents qui disent ce qui s'est passé. On a son enrôlement ici. Ouais. Hein? Son enrôlement. Il était à Namur. Madame Veuve Arthur Bédard, c'est son plus proche parent. Son plus proche parent, c'était sa Parce mère. Parce qu'Arthur, son père, était décédé. Ouais. Puis c'est Célina Blanc, sa mère. Puis c'est ça, il mesurait. Encore une fois, regarde le régiment de Hull. Ouais. Tous nos régiments ont des noms d'endroits. Puis bon, on est en Outaouais ici. Hein? Puis là, ben, c'est en date de 1941, du 10 janvier. Fait qu'il était allé finalement à Saint-Jérôme probablement. Puis c'est ça, il est enrôlé. Là, lui est enrôlé dans la milice active non permanente du Canada, fait qu'il est dans une unité milicienne de réserve. Ouais. Là, check bien ça. Check bien ça. Ça, c'est intéressant au bout. J'ai trouvé un petit cahier de notes. Hein? Puis là-dedans, c'est Elzéar Bédard qui prend des notes de, il est en pension, whatever, ça lui a coûté tant, ça lui coûte tant, telle affaire. Puis, écoute, là-dedans, j'ai trouvé, fait que ça me permet de dater parce que dans le petit cahier de notes, regarde, il y a une déclaration d'amour. Dans son cahier de notes? D'habitude, la déclaration d'amour, tu ne l'envoies pas à quelqu'un? Probablement qu'il se pratique à l'écrire, peut-être, je ne sais pas. Ou en tout cas, je ne sais pas si ça s'est rendu, mais ceci étant dit, regarde, je vais vous lire. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il y a un petit passage. Bientôt, mademoiselle, je vais partir pour le régiment. Comme l'avare craint pour son trésor, je crains pour mes espérances. Un autre peut-être, en mon absence, vous fera agréer ses sentiments, et je ne pourrai sans effroi envisager une pareille éventualité. Aussi voudrais-je au moins, avant de m'éloigner, savoir si vous me permettez d'espérer que votre cœur un jour s'enlignera vers le mien. Fait que c'est ça. Écoute, on sait que Elzéar Bédard probablement devait s'en aller à la guerre, puisqu'il a écrit ça à sa charmante demoiselle de l'époque. On ne sait pas si ce fut sa future épouse ou non. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Mais ceci étant dit, comme tu disais, il y en a beaucoup qui ont été sur la marine marchande, puis ils étaient probablement chanceux parce qu'ils en ont coulé des bateaux. Oui. C'était en Gaspésie, c'était quelque chose. On en a parlé avec Normand un peu. La bataille de la Gaspésie. Ils sont rendus vraiment creux dans le Saint-Laurent. Ça avait fait... au début de la guerre, justement, ça avait comme réveillé un peu le Canada en disant, regarde, la marine n'est comme pas prête à un conflit dans lequel on est en train de s'embarquer. Fait que c'est ça, la marine marchande, ça devait être quand même assez stressant pour les gens de la famille parce qu'il y en avait beaucoup qui se faisaient couler dans le Saint-Laurent. Puis il y a une autre affaire qui a dû stresser les gens ici, même s'ils savaient qu'ils n'allaient pas eux autres au front, peu importe par rapport à leur âge ou les femmes savaient qu'ils n'étaient pas pour aller au front, mais il y avait toujours la crainte que leur mari, leur amoureux partent pour le front. Puis ça, probablement en 1942, il y a un événement qui se passe. C'est il y a un plébiscite, c'est ça. Pour mettre les gens en contexte, un plébiscite, c'est pas un terme qu'on entend souvent. C'est un peu comme un référendum où est-ce qu'on n'est pas obligé de prendre la mesure dans laquelle on posait la question. C'est un peu comme un sondage officiel de la population. Puis, c'était très, très, très polarisé, le plébiscite sur... parce que c'était le gouvernement qui avait dit, s'était fait élire en disant on ne fera pas de conscription. Puis, se rendait compte qu'il y avait peut-être besoin de plus de soldats, parce que l'effort de guerre était considérable. Puis, ils voulaient revenir sur leur décision d'avoir pas de conscription. Puis, ils ont fait ça par mesure...
avec un plébiscite. Tout à fait. Te souviens-tu des résultats comme ça? Des résultats, non, mais il y a une affaire qu'on sait, c'est que anglais. Exact. Et évidemment, vous devinerez que le Québec a voté non. Contre du côté français. Une des premières fois où on avait une mesure officielle, gouvernementale, de la différence là, des deux différents peuples du Canada. Là. C'est massivement, là, culturellement, les francophones, ils disaient non, c'est pas que les francophones, on l'a vu, là, les gens ils étaient fiers des gens qui allaient à la guerre, ils se portaient volontaires dans une mesure quand même assez similaire à ce que les Anglais faisaient. Ouais. Mais on ne voulait pas, les francophones, les Canadiens, ne voulaient pas que les gens soient obligés d'aller sur le front. Jusqu'à la conscription, même après que la conscription a été faite, où tu étais forcé de t'enrôler, principalement les gens qui allaient sur le front étaient volontaires. Puis les Anglais, eux autres, les Canadiens anglais ou les Britanniques du Canada, parce qu'on est encore une partie de Commonwealth, c'est pas encore exactement ce que c'est maintenant. Eux autres, ils se disaient c'est la façon d'avoir des forces armées suffisantes pour pouvoir aider à la mère patrie. Puis c'était complètement différent comme approche là, sociale, socio-démographique que ce qu'on a maintenant. Au point de vue sociologique, c'est vraiment intéressant. N'oublions pas que le gouvernement avait promis qu'il n'y aurait jamais de conscription. Puis probablement pour ça qu'il avait été élu. Exact. Puis, je pense qu'au Québec, on est contre pour trois raisons majeures, je pense. Il y a le fait qu'on nous avait promis que non. Il y a le fait, comme tu disais, qu'on est déjà quand même assez volontaire, là, en proportion. Là, il n'y a pas de... Puis la troisième raison, on s'en sac un peu comme dans l'an 40. Là. La reine, le roi à l'époque, là, c'était pas... c'est quelque chose on a un moins gros sentiment envers la royauté britannique que le Canada anglais là, en général. Là, c'est tout à fait. Moi, tu vois, j'avais pas beaucoup d'exemples dans ma famille. Il y avait Normand qui a raconté l'histoire de mes grands-oncles, les oncles à ma mère, qui ont participé de près ou de loin à cette guerre-là. Du côté de mon grand-père Béliveau, lui, il est allé là, à conscription, là, parce que après ça, après le plébiscite, pour remettre dans le contexte, même si c'est un gros sondage qui dit on n'est pas obligé d'appliquer la mesure pour laquelle on pose la question, bien évidemment qu'avec un résultat semblable, ils vont l'appliquer la mesure. Puis ça, c'est une autre chose, là, un autre aspect qui a dû stresser pas mal de gens là, au Québec, là, quand même. Là. Puis moi, quand on parlait de la couronne britannique, mon grand-père Béliveau, lui, il est allé là, à conscription. Puis c'est pas nécessairement qu'il voulait pas y aller. Il aurait été par obligation, là, mais moi, ce que lui m'a raconté, c'est un des seuls souvenirs que je me souviens qu'il m'a raconté de cet épisode-là, c'est qu'il y avait... il n'a pas fait la guerre parce qu'il était trop petit. Ceux qui me connaissent ne seront pas trop étonnés de ça. Mais lui, il était trop petit, puis il avait quand même pas fait une parade militaire parce qu'il avait fait les entraînements, puis tout. Puis là, lors de la parade, il y avait aucun saut qui fitait mon grand-père parce qu'il était trop petit. C'était toujours trop long, puis c'est ça. Puis, mais il m'avait raconté qu'il ne voulait pas y aller. Il avait même fait un affront à un officier, là, justement, là, qui s'en sacrait pas mal là, de la couronne britannique. Là, puis, parce que c'est ce qu'on nous vendait. Hein, on nous vendait, là, on va aller défendre là, la couronne britannique. Oui, tout à fait. La propagande était forte là-dessus. Là. Mais ceci étant dit, pour en revenir à conscription, c'est ça, on en a parlé vaguement. Je pense qu'on pourrait quasiment en faire une émission complète là, sur la conscription. Ouais. On a encore une fois pas fait le tour du sujet parce que c'est un sujet tellement vaste. Puis si vous avez des idées ou si vous voulez participer, vous êtes un passionné de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des idées à nous suggérer, n'hésitez pas là, à l'écrire soit en commentaire ou en communiquant avec nous là, par courriel. Les coordonnées sont dans les commentaires. Puis pour ceux qui ont aimé l'émission, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à le partager, à en parler.
à vos amis. Puis on va se souhaiter une bonne fin de journée, Yann. Bonne journée, oui, ça va bien. Bonne journée à tous nos auditeurs.